Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil. Merci d'avoir pris le rendez-vous de Info Hebdo de ce samedi 12 novembre 2022. Ce samedi, nous parlerons de l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies sur la condamnation de Ricky Amadougou. Le quitus fiscal est-il un moyen politique de filtrage des candidatures aux élections législatives? Les invités conviés à ce débat de ce jour essaieront de répondre à cette interrogation. Si le temps nous le permet, nous parlerons de l'actualité électorale, notamment la liste électorale, les positionnements effectués et les performances des différentes formations politiques en liste pour le compte de ces élections législatives. Comme invité ce samedi, j'ai avec moi en studio Fréjus Atindoglo. Il est juriste de formation, militant des droits humains. Il sera avec Virgile Aroncet, journaliste, analyste politique. Et le troisième invité a pour nom Agapite Napoléon Maforican, consultant médias communication, chroniqueur politique. Avant de les retrouver, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de l'ESAE, notamment à Cotonou, à Kpakpa et à Bredjoumédé, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Bredjoumédé, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se verra avec Virgile Aroncet. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Merci également à Fréjus Atindoglo. Merci. C'est Merci une première à vous. sur ESAE TV. Bien sûr. Vous êtes juriste militant des droits humains à côté, journaliste, analyste politique, Agapite Napoléon Maforican. Merci de toujours répondre à l'appel. Bonjour. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et si vous permettez, c'est la première fois que vous me donnez l'occasion, Kader, de rencontrer, d'avoir en face le chroniqueur attitré, mon doyen, comme on dit dans le métier, Agapite Napoléon. C'est un plaisir partagé. Merci. Alors, Virgile Aroncet, je démarre par vous. Le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a émis un avis par rapport à la condamnation de Ricky Amadougou. En tant qu'analyste politique, quelle lecture faites-vous de cette décision-là? Est-ce que mon jugement va être d'abord celui de journaliste, de l'analyse politique? Je dirais d'emblée que c'est comme une remise en cause d'une décision de justice de mon pays, le Bénin. C'est un peu les juges du Bénin qui ont été, on va dire, évalués, notés et désapprouvés par la communauté internationale. Un peu à l'image d'autres décisions rendues, par exemple, par la Cour d'Arusha, la Cour des droits de l'homme d'Arusha, et on parle de la même matière, les droits de l'homme. Et je trouve, globalement, pour moi qui ne suis pas juriste, eh bien, que c'est un problème pour l'image du pays, tout simplement. C'est un problème pour l'image du pays. C'est un problème pour l'image du pays. Moi, je ne suis pas juriste, mais nous avons eu à plusieurs reprises à opiner, n'est-ce pas, sur cette affaire de Ricky Amadougou et d'autres affaires. Et tout le monde sait, dans ce studio, n'est-ce pas, que
pour peu qu'on a suivi, n'est-ce pas, ce procès-là, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière. Qui peut nous dire de manière concrète ce qu'on leur reproche et ne serait-ce que nous relater un début, n'est-ce pas, des attitudes dans les faits. Tous les cœurs ici disent non. Alors, nous en reparlerons dans un court instant. Fréjus Atinoglu, vous êtes juriste de formation. Est-ce que vous partagez l'avis de Virgile Avancet qui estime que cette décision jette le discrédit sur le système judiciaire béninois? Bon, je ne dirais pas d'emblée que cette décision jette du discrédit sur le système judiciaire béninois, mais je dirais plutôt que cette conclusion du groupe de travail sur la détention arbitraire montre en principe que lorsqu'on respecte les principes ou lorsqu'on ne les respecte pas, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous le rappeler. Parce que les principes ne trahissent pas. Les principes sont là et dans 20 ans, dans 10 ans, ça demeure les principes. Donc, ce ne sont pas des êtres humains qui changent de couleur politique ou qui changent de camp des années après. Les principes demeurent les principes. Et quand on lit cette conclusion, on voit en réalité que le groupe de travail a travaillé pendant plus d'1 an. Et il faut rappeler que c'est un organe des Nations Unies qui est mandaté par les Nations Unies, composé d'experts indépendants, qui est chargé de faire des enquêtes de façon indépendante sur des détentions. Et ça fait la deuxième fois en moins de 2 ans ou en moins de 3 ans que ce groupe de travail font des conclusions sur ce que c'est que notre détention ou l'image de notre détention au Bénin. Nous avons vu la conclusion de ce groupe-là sur le cas Ian Sossou dans ce pays. C'est ce même groupe de travail qui a rendu des conclusions en cette matière. Et c'est ce même groupe de travail qui revient encore sur le cas de Mme Rikiat Madougou. Et quand on lit le contenu de ces conclusions, on voit en réalité que le groupe de travail n'est pas allé loin. Ils ne sont pas allés inventer des informations. Ils ont été saisis. Ils ont été saisis par les avocats de Mme Rikiat Madougou parce qu'il y a quelques mois, on a vu sur RFI que les avocats de Mme Rikiat Madougou ont saisi ce groupe de travail-là. Et donc, je pense que lorsqu'on parle de sources, ils parlent des avocats. En tout cas, je ne sais pas. Mais quand on lit ce contenu-là, on voit que c'est sur la base des informations que la source leur a données. La source, qu'ils ont... Excusez-moi, les avocats? Pas forcément exclusivement les avocats, ça peut être plusieurs sources. Ils ont saisi le gouvernement. Et le gouvernement sait bien qu'en matière de procédure devant ce groupe de travail, que c'est le gouvernement qui a la charge d'apporter la preuve. C'est-à-dire, lorsqu'un citoyen saisit le groupe de travail sur n'importe quel sujet, le gouvernement a l'obligation d'apporter la preuve contraire. Il ne revient pas forcément au citoyen d'apporter la preuve de ces allégations, mais il revient au gouvernement d'apporter la preuve de ce que celui qui a saisi le groupe de travail, ce qu'il dit est totalement faux. Et dans ce rapport-là, on constate que le gouvernement n'a pas apporté suffisamment de preuves. Et c'est sur cette base-là que le groupe de travail a conclu ou a fondé ces conclusions-là. Je reviens dans un instant. Agapine Nambolema Foïka, vous avez suivi vos vis-à-vis. Est-ce que leur opinion converge avec la vôtre? On n'a pas besoin d'avoir la même opinion. Pour moi, d'abord, nous sommes une juridiction, nous sommes un pays. La décision dont on parle émane de nos juridictions, donc d'une cour constituée régulièrement, procès régulièrement tenu, avec possibilité de contradiction, donc du débat contradictoire, où les différentes parties ont opiné. Il me semble que j'ai appris un principe en première année de droit, c'est l'intime conviction du juge. Et il me semble qu'un groupe de travail n'a pas possibilité à apprécier l'intime conviction d'un juge devant un cas qui lui est porté. Il y a une confusion tellement dans le monde que je me demande, est-ce que le groupe de travail est une juridiction? Quand un groupe de travail fait d'individus ou de personnalités, quel qu'il soit, quelle que soit l'expérience, ce n'est pas une juridiction. Et nous connaissons les principes de procès. Que ce soit en Occident qu'en Afrique, le Bénin n'a pas inventé
ce type de juridiction. Et les cours martiales ne sont pas africaines, ne sont pas béninoises. Et pourtant, on peut rendre des décisions régulièrement appliquées. Donc, moi, j'estime que je ne suis pas entré dans le dossier. Donc, je l'ai toujours dit, pour moi, je suis un Béninois. Je vis sur le territoire. J'ai appris simplement que l'État de droit est fondé sur le respect des lois de la République. J'ai appris que nos instances, nos juridictions sont nos juridictions, nos institutions sont nos institutions. Ce que les amis sont des Béninois qui ont prêté des serments par-ci ou par-là. Pour donc, dans l'absolu, il ne m'appartient pas, moi, d'apprécier, d'apporter un jugement de fond sur une décision prise par un juge. Je peux être d'accord, je peux ne pas être d'accord. C'est des cas qui me concernent par ailleurs. Donc, je ne peux pas, que ce soit la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les juridictions de base. Mais est-ce qu'elle ne jette pas, est-ce qu'elle n'entache pas l'image de la justice béninoise? Non, du tout, moi, qu'elle ne peut pas entacher. Moi, notre justice n'est pas pire que celle française ou américaine. Dans l'affaire Monica Lewinsky, par exemple, ou dans l'affaire Toscan, on a eu des cas où de la manière dont tout ça là est né et conduit. Ça on aurait pu faire de l'impeachment au président Clinton sur la base d'une procédure lancée de manière tellement suspecte. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est sur quelle base le monde est et le monde se tient. D'un côté, on parle des juridictions, on parle de force reste à la loi, on parle d'institutions, on parle de loi. Quand vous avez voulu présenter comme défenseur des droits de l'homme, dans toutes les déclarations, dans toutes les conventions, lorsqu'on affirme le principe du droit, on dit toujours que la mise en œuvre de ce principe, elle se fait conformément à la loi. Oui. Et si c'est conformément à la loi, moi j'estime que, est-ce que la criette est une juridiction régulièrement constituée? Ça, c'est la première question que je pose. Est-ce que les juges qui ont connu du dossier sont des magistrats régulièrement, qui ont prêté serment et qui sont en leur place régulièrement? Est-ce que le principe de l'intime conviction du juge est un principe admis? Alors, dès lors, est-ce que les différents partis ont utilisé les voies de recours? Puisque ça a été une bataille pour avoir le recours sur les décisions de la criette. Donc, pour moi, si ces éléments sont admis, moi, je veux être naïf. Jusqu'au moment où on me démontre, par une autre juridiction, que la première décision a failli et qu'il y a détention arbitraire. Pour moi, le principe de détention, l'expression même détention arbitraire est une injure pour nos juridictions. Et moi, je pense que ce groupe-là n'est pas qualifié. Donc, quel que soit les conditions. Non, du tout, ça n'entache pas l'image. Du tout, c'est que la vie de personnalité qui ne constitue pas une cour. Avant de conclure, est-ce que selon vous, le dossier Madougou est un dossier politique? Non, ça fait longtemps que j'ai toujours dit que moi, c'est pas mon avis de moi. Écoutez-moi, est-ce qu'il y a des faits constitués? En matière de crime, tout le monde connaît un peu les différents éléments. Je reviens à dire, il ne m'appartient pas d'apprendre à un juge comment voir les éléments constitutifs d'un crime. Donc, du coup, moi, je n'ai pas à dire. Dossier politique, je ne sais pas si les faits que les gens reprochent sont des faits de droit commun. À mon humble avis, c'est trop facile que nous voyons dans les hommes politiques, au niveau des questions qui les touchent, qu'on ne voit que la main du politique, pendant que de braves citoyens, aussi qui ont des droits autant béninois, qui paient aussi leurs impôts régulièrement, croupissent peut-être dans des prisons depuis des années, personne n'évoque leur cas, mais on évoque des cas qui ont été jugés, parfois vidés, dans le cadre, comme je dis toujours, de procès réguliers. Ça me pose toujours un problème. Il y a une sorte de partialité dans les prises de position. Et moi, je pense que ce groupe de travail doit pouvoir se réinventer pour pouvoir donner des avis. Oui, je voudrais juste rappeler que ce n'est pas parce qu'un juge a rendu une décision que cette décision-là n'est pas attaquable. Parce que ici on a plusieurs degrés où lorsque le juge rend une décision en première instance, la personne a la possibilité d'aller en appel et d'aller en cassation. Et si le gouvernement va au niveau international ratifier des conventions, signer des traités et donne la possibilité à ses citoyens de saisir ce groupe de travail, c'est parce que le gouvernement est conscient qu'en cas de décision au niveau interne, que des citoyens ont la possibilité d'aller saisir ces instances d'instances au niveau international pour se faire rendre justice, ou lorsqu'ils constatent que cette décision ne les convient pas, ils ont la possibilité d'aller au niveau international
Pour obtenir gain de cause. On a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on a le Conseil des droits de l'homme, on a également les procédures spéciales. Ce sont des procédures spéciales. Et ce groupe de travail fait partie des procédures spéciales que des citoyens peuvent saisir lorsqu'ils se rendent compte qu'en réalité, au niveau interne, la décision qu'ils ont reçue ne leur plaît pas. Donc, on ne pourra pas dire que parce qu'un juge au niveau interne rend une décision, que cette décision est inattaquable au niveau international. Merci à vous, Frégis Satinogo, pour cette précision. Figi Laroncel, lorsqu'on voit de près le dossier Rekia Madougou, lorsqu'on se replonge dans l'histoire, dans les faits qui ont conduit à cette condamnation-là, est-ce que, selon vous, il y a des raisons soutenues de dire qu'il s'agit d'une détention arbitraire? Nous avons tous suivi ce procès-là, et la plupart des Béninois, parce que tout le monde, n'est-ce pas, était choqué de voir les choses se passer de cette manière-là, et tout le monde était curieux, n'est-ce pas, de savoir est-ce que c'est vraiment politique ou Dame Rekia Madougou il y a eu des révélations, a vraiment fomenté, n'est-ce pas, ce qui était répandu. Cela aurait pu être possible. Mais tout le monde a également été situé au cours du procès. Et peut-être Agapit Napoléon n'est pas au courant. Au cours du procès, il a été question d'une histoire dormie debout. Je vous rappelle, on dit que Dame Rekia Madougou a donné des millions à quelqu'un à Parakou pour tuer, et devait tuer, n'est-ce pas, le maire de Parakou de l'époque et un député. On peut nommer, Guadamassi, Charles Tokor, n'est-ce pas? Et cela dans le but d'empêcher la tenue de l'élection présidentielle de 2021. On parle d'assassinat ciblé. Et on disait qu'on allait tuer le premier, et le second va arriver à l'enterrement, et quand c'est là l'enterrement, ils vont tuer aussi le second. Une histoire complètement tordue, à dormir debout. C'est quoi cette histoire-là? On sait que on va tuer d'abord un premier, et on sera à son enterrement. On est sûr que le second là va arriver, on va aussi le tuer. Et ça va empêcher que l'élection présidentielle se tienne au Bénin. On tue à Parakou, et le Bénin doit s'arrêter, il n'y aura pas d'élection présidentielle. C'est ce qu'on a entendu, et ça n'a pas changé jusqu'au bout. Des juges ont connu de cette affaire-là. Et le verdict a été rendu. Dame Rekia Madougou a été condamnée à 20 ans. Vous dites de revenir sur l'histoire. N'est-ce pas ça, l'histoire? N'est-ce pas ça, Kader? C'était ça, non, l'histoire? Vous êtes dans la narration. Mais tout le monde a suivi. Tout le monde était au Bénin. C'était ça, l'histoire, pour ce qui concerne. Est-ce que le procès était équitable? Équitable. Ok. Équitable, n'est-ce pas? C'est une question que je pose, que je posais tout à l'heure peut-être à Agapit aussi. Non, j'en viens. Agapit a dit que des éléments, le procès, le principe du contradictoire a été respecté. Soit. Ça veut dire que le procureur spécial, n'est-ce pas, a apporté les preuves de ce que je viens de dire là, les preuves qui étayent cela. Le juge a connu de ça. Les avocats se sont défendus, n'est-ce pas? Et Dame Rekia Madougou a été condamnée. C'est ça, hein? Mm. Les avocats de Rekia Madougou ont saisi ce groupe de travail de l'ONU, le même gouvernement, aidé du même procureur avec les mêmes éléments de preuve, n'est-ce pas? Sont allés à New York faire valoir ces éléments de preuve-là. Et le groupe de travail dit, des preuves, vous avez dit, ce ne sont pas des preuves, ça. Libérez immédiatement la dame. C'est une détention arbitraire. Ce n'est rien d'autre que ça. Mais est-ce que ce groupe de travail, selon vous, est habilité véritablement à donner cette injonction au Bénin? Mais le juriste vous a dit, si vous ne voulez pas, ça m'étonne aujourd'hui que Agapit dise que oui, la criette existe en bonne et due forme, c'est une cour, on a voté des lois, mais c'est la même loi qui ont dit, on va aussi à l'ONU se soumettre au groupe de travail là, aux décisions, aux avis de ce groupe de travail. C'est la continuité, n'est-ce pas? Pourquoi on va respecter
n'est-ce pas, les institutions judiciaires à l'interne et ne pas respecter les mécanismes auxquels on a souscrit à l'international. Alors, C'est cela qu'il Agapit, s'agit. je me retourne vers vous. Est-ce que le procès de Rekia Madougou souffre de certaines incohérences, selon vous? Écoutez, il faut pas qu'on s'embrouille sur, qu'on s'écarte un peu du débat. Moi, je continue. Cet avis nous amène, ressasse dans les esprits. Je continue de dire, un groupe de travail n'a pas vocation à délibérer, à juger. Ça, c'est la première chose. Donc, dire détention arbitraire, je pense que ce groupe de travail déjà a dépassé d'abord, a usurpé une fonction qui n'est pas celle d'un groupe de travail, mais d'une cour. Il n'y a qu'une cour qui, pour moi, à mon avis, qui peut reconnaître, qui peut connaître des délibérations d'une autre cour. Pour moi, n'importe qui peut donner un avis. J'ai suivi, comme je prends beaucoup d'exemples du football, mais j'ai suivi ce fameux match France Air en 2009, ou en 2008, où la main de Thierry Henry, le but de Galas, ou bien quoi là. Et tout le monde a dit, mais bon, l'intime conviction du juge, moi je suis... Est-ce que vous, j'ai été arbitre de football, je connais, et dans le TAS, on donne la parole au TAS, on donne au CIM, on donne au... Mais on ne passe pas son temps à déléguer à l'arbitre le principe de prendre sa décision. C'est lui qui gère, c'est lui qui juge. Et dans le cas de la criette, à mon humble avis, un groupe de travail ne commande pas une cour. Je continue de le dire. Le Bénin a beau souscrire à tous ces engagements-là. Le Bénin respecte. Moi, je n'ai jamais dénié à la cour du travail. Je n'ai pas dit que le Bénin n'a pas le droit je n'ai pas dit que la cour... Vous me perturbez. Non, tout à l'heure. Non, c'est toujours pour vous permettre d'y aller à bout. Tout à l'heure, dans ses propos, Virgile Arancet a eu à dire qu'il y a eu des faits qui ont été relatés qui, à son avis, paraissent C'est que son avis à lui, il n'est pas juge, à mon avis, il n'est pas avocat. Il n'est pas juge, donc il est libre d'avoir son avis, moi je le lui concède. Et tout comme le groupe de travail est libre de son avis, je le lui concède, donc je n'ai pas délégué au groupe de travail d'avoir son opinion. Mais je continue, moi, citoyen d'un pays, parce que je voyage, je lis, je suis juriste également. Il n'est pas dit qu'on doit imposer à un État un groupe de travail pour lui dire ce qu'une juridiction doit dire. On a vu un avocat qui est venu le jour là, qui a fait un peu son numéro en qualifiant même notre justice. Alors qu'on voit un peu, il y a plein de situations en France aujourd'hui, des gens sont détenus dans le cadre de présomption de terrorisme. Présomption de terrorisme. C'est-à-dire qu'on les soupçonne de terrorisme. Et il sait comment toutes les pouvoirs publics en Europe sont tellement mobilisés et parfois frileux sur la question du terrorisme. Au Bénin, le procès a été régulièrement organisé par une cour régulièrement constituée. Le principe du contradictoire est admis. Et il y avait la possibilité de voie de recours. Ce que les avocats n'aient pas préféré aller au recours, c'est leur problème, c'est leur droit. Ils sont libres. Qu'ils aillent devant le groupe de travail, c'est leur droit. Ils en ont le droit. Le gouvernement béninois a soumis ces éléments. Mais c'est la question idéologique. Le principe, vous et moi, vous devez le constater, et je pense que Virgile le sait mieux que moi, autrement, il n'a qu'à se replonger dans la littérature, sachant que le principe, c'est quoi? C'est les formes de pression sur les pouvoirs publics. Parce qu'on a l'impression, et on se dit, bon, d'abord, en Afrique, la justice n'est pas libre. Voilà d'abord des assertions. En Afrique, la justice n'est pas libre. Je ne sais pas là où elle est libre. Lorsque c'est des hommes qui décident, il y a toujours une part de subjectivité possible, que ce soit en Occident comme en Afrique. Donc, au nom de quoi on pense que la justice... J'ai dit de faire dormir debout. Moi, je ne peux pas dire comme ça. Parce que je n'ai pas les éléments pour savoir que ça peut faire dormir debout. Moi, je ne peux pas me permettre une telle affirmation parce que je ne connais pas le dossier. Mais il me semble que, durant le procès, qu'il y a eu des échanges épistolaires entre Mme Madougou et le ministre Modeste Kérékou, parce qu'elle voulait envoyer des éléments à Moïse Kérékou. C'est tombé sur Modeste Kérékou. Et on a lu quand même ces choses-là dans la presse. Ça n'a pas été démenti. Alors, je pense que, moi je comprends qu'on puisse penser que les hommes publics ne doivent pas aller en prison. Alors donc, on n'a qu'à dire ça dans les chats, pour dire que bon, les hommes publics sont infaillibles, et que donc normalement, ils peuvent tout se permettre, même en matière de droit privé, parce qu'on n'a pas confiance au gouvernement des pays. Là, moi, je peux comprendre. Mais si le principe est qu'on est tous égaux en droit et en liberté, enfin, en droit et en devoir, oui. Il me semble que
quel que soit l'homme public, si le fait qu'on lui reproche sont des faits du droit public, du droit commun, mais qu'on subisse, qu'il puisse, enfin, qu'on se soumette un peu aux juridictions et qu'on trouve les voies et moyens pour pouvoir le faire sortir ou bien pour plaider sa cause. Moi, je trouve que la communauté internationale abuse parfois de son omnipotence parfois et essaye de minimiser les États africains. Et c'est ça qui crée les dysfonctionnements qu'on a dans nos États, les coups d'État qui arrivent, les remises en cause de l'autre concert. Tout ça appelle quoi? Parce que les principes même sont saqués par ceux qui même les érigent. C'est quoi l'état de droit? Que valent nos textes? Que valent nos juridictions? Mais si on les remet en cause, quel est le fondement de la République? Merci à vous. Voilà mes questions. Je ne dis pas que la critique soit infaillible. Je veux me dire, je ne dis pas qu'elle soit infaillible. Je ne dis pas que la décision est implacable. J'estime que le procès a été tenu dans un créneau, dans un contexte qui répond à nos institutions. Il me semble que c'est nos juridictions. La Cour peut dire que le groupe de travail peut dire ce qu'elle dit. Moi, j'estime que je n'ai pas le choix de changer nos institutions. Donc, j'estime qu'a priori, je leur accorde la bonne foi. Alors, il faut juste un petit mot pour qu'on... Je pense que quand je suis M. Agapit, je vois qu'il ne reconnaît pas la compétence de ce groupe de travail. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Le groupe il a fini par reconnaître. Ils sont libres. Il a nuancé. Donc, mais en réalité, il faut reconnaître surtout que si le gouvernement ne reconnaît pas la compétence de ce groupe de travail, il n'allait pas répondre à ce groupe de travail. Le gouvernement a fait le travail de répondre aux observations de ce groupe de travail. Et au niveau international, le gouvernement a ratifié le pacte relatif aux droits civils et politiques qui donne le pouvoir à ce groupe de travail d'enquêter. Et lorsque M. Agapit parle d'hommes politiques, je rappelle que le groupe de travail a déjà rendu des conclusions dans l'affaire de Ignan Sossou, qui n'est pas un homme politique. Donc, il ne s'agit pas seulement des hommes politiques. Et aujourd'hui, au niveau international, le Bénin fait partie du Conseil des droits de l'homme au niveau international, au niveau des Nations Unies. Et c'est l'image du Bénin qui est en jeu quand le groupe de travail fait des recommandations. Parce que le groupe de travail ne donne pas des injonctions, je voudrais rappeler. Ne donne pas des injonctions, mais fait des recommandations à notre pays. Que par rapport à tel engagement auquel vous avez souscrit, nous vous recommandons sur tel fait de faire ceci. Donc le Bénin a l'obligation, compte tenu de ces engagements, de respecter ces recommandations-là. Et au niveau international, le Bénin aujourd'hui fait partie du Conseil des droits de l'homme qui aujourd'hui met le Bénin en avant sur les efforts que le pays fait en matière de droits de l'homme. Et si le Bénin, nous avons vu qu'il y a quelques mois, le Bénin a retiré sa déclaration de saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Et certainement, je ne sais pas ce qui va se passer sur ces recommandations-là. Mais si le Bénin ne respecte pas ces recommandations-là, je ne sais pas comment il va se positionner encore au Conseil des droits de l'homme pour donner des injonctions ou donner des recommandations à d'autres pays qui seraient auteurs de violations des droits de l'homme. Et quand je suis également M. Agapit, je voudrais juste lui rappeler qu'aujourd'hui, peut-être qu'il est dans une position où il n'est pas victime de violations des droits humains. On ne le souhaite pas, mais si malheureusement demain il se retrouve dans une position de victime, il va faire la même chose que ces avocats-là ont fait. Et je suis sûr qu'il ne serait pas en train de tenir ces genres de discours. Je pense que le mieux à faire dans ce genre de circonstances, c'est de rester attaché aux principes. Et je l'ai dit en introduction. C'est de rester attaché aux principes. Parce que les politiciens, demain, ils vont changer de couleur, ils vont changer de peau. Et ce sont ces mêmes politiciens qui vont se retrouver victimes demain et qui vont user de ces mêmes mécanismes pour demander réparation. Et c'est ces mêmes politiciens qui sont aujourd'hui maintenant en train de vilipender. Ça ne se passe pas seulement au Bénin, ça se passe un peu dans la sous-région. Donc le mieux à faire, que je conseille souvent, c'est de rester attaché aux principes et demain, on pourra sortir. Merci Fréjus Atindoglo, merci Agapit Nampaloma Foïkan. Quel principe j'ai remis en cause? Voilà le problème. Non, parce que... Si mon vis-à-vis devient ministre de la Justice demain, je ne sais pas s'il va fermer les cours et les tribunaux ou les prisons. Je n'ai jamais dit ça. Voilà, donc du coup, chacun doit rester dans sa posture. Moi, je ne suis pas à la côte d'un politicien. Et puis, vous dites que je n'ai pas été victime. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne parlez pas en victime, là? Non. Je n'ai pas fait de victime. C'est justement les principes, justement. Je suis rigide sur les principes. Est-ce que nos cours et tribunaux sont régulièrement constitués? Je ne dis pas que leurs délibérations sont infaillibles. En Europe, on a des procès. Déjà, même aux États-Unis, quelqu'un vient de quitter la prison après plus de 30 ans, près de 40 ans, pour un crime qu'il n'a pas commis.
par exemple. Donc, pour moi, la justice des cours et tribunaux peut avoir ses failles. Je ne dis pas non. Donc, les principes, d'accord. Le groupe de travail, je ne le refuse pas. Vous avez dit recommandation. Dans une recommandation, on ne fait pas d'injonction. En disant détention arbitraire, c'est déjà une sorte d'injonction. Non, c'est pas À vrai. mon avis, vous qualifiez. Les recommandations ne sont pas opposables. Les recommandations sont plutôt, c'est pas des résolutions, c'est des recommandations, sont des options qu'on propose sur la base de certains principes et la base de certaines orientations. Donc, si vous parlez de principes, je suis sur les principes. Et je suis rigide sur les principes, je suis quelqu'un de très rigide sur les principes. Et c'est parce que je suis rigide sur les principes que j'estime que, à partir du moment où les avocats avaient la possibilité d'aller à la voie de recours, ont laissé cette voie de recours. Ça veut dire quoi? Ils estiment déjà que nos juridictions ne sont pas qualifiées. Même demain, dans 20 ans, il y aura toujours un pouvoir politique en place. Dans 20 ans, il y aura toujours un pouvoir politique en place. Peut-être que mon vis-à-vis sera ministre. Je le souhaite parce que c'est aussi une option pour lui permettre peut-être de défendre cette cause. Mais s'il essaie de devenir ministre, est-ce qu'il va remettre en cause les décisions? Les gens ne sont pas en prison. Donc, pour moi, le groupe de travail, écoutez, entendons-nous bien, je n'ai jamais dit, le groupe de travail fait son travail. Mais c'est l'injonction, comme on dit, il faut immédiatement libérer. Non, ça, c'est plus une recommandation, c'est une injonction. Et j'estime que si les injonctions doivent fonctionner, je pense qu'Israël aurait déjà... Il y a beaucoup de choses au niveau mondial qui auraient déjà évolué. Le groupe de travail n'a jamais reproché aux avocats de Dame Rekia Madougou de n'avoir pas poursuivi... Ce n'est pas une juridiction, le groupe de travail. On est d'accord. Déjà, vous parlez... C'est des avis d'intellectuels. Absolument, c'est même que des avis que donne le groupe. Mais le groupe, dans son travail, dans le processus qui a abouti à cet avis-là, n'a pas reproché aux avocats de Rekia Madougou de ne s'être pas pourvu en cassation. C'est leur droit, ils sont libres d'y aller, de ne pas y aller. Pourquoi vous le leur reprochez? C'est mon avis. C'est votre avis? Oui, absolument. Très bien. Parce qu'ils en ont le droit, ils ont abandonné une possibilité qui leur est offerte. Vous ne pouvez pas le leur reprocher. J'ai le droit de le faire. Non, c'est mon droit. Merci Virginie. Si vous permettez, Kader. Vous voyez, il faut qu'on évite, disons, cette manipulation, cette tradition de manipulation qui assombrit de jour en jour le Bénin. Là, vous jugez. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Non, moi j'ai donné un avis et vous jugez. Attendez. Non, justement, mais vous tombez dans le coup de ce que vous reprochez. Qui manipule qui? Je crois Attendez. Est-ce que ne pas avoir votre avis Vous ne pouvez pas départager alors que nous avons d'autres sujets à aborder. Nous avons d'autres sujets à aborder. Nous allons avancer. Agapit, si vous permettez, Agapit, simplement Faucan, si vous permettez. Tout à l'heure, vous l'avez dit, affaire de debout. Si vous permettez, laissez-moi alors parler. Si vous aviez la parole, moi je parlais, mais ne dites pas que... Vous coupez tout le créneau de l'émission. Non, ne dites pas manipulation. Merci, moi, je ne vous permettrai pas de me mais laissez-moi parler. Opinez sur les questions. Merci également, Virgile Avancé. Opinez sur les questions. Merci, Fréjus. Alors, nous allons passer au sujet. Allez-y très rapidement. Allez très rapidement, s'il vous plaît. Dans notre pays, le Bénin, là, on a mis dans la tête des gens, et cela depuis longtemps, que si la loi a dit, il n'a rien à faire. La loi a dit, donc c'est la loi qui a dit. Voilà, les CDS. Voilà, et pourtant, l'expression n'est pas de vous, c'est pas en France, c'est pas en Angola. Elle n'est même pas béninois. Voilà, que la loi a dit. Ah non, c'est les principes. La loi si c'est la loi qui a mis en place cette cour-là, cette criette-là, c'est bon. Si c'est la loi, c'est faux. C'est faux, complètement faux. Vous êtes libre. Bien sûr. C'est dans mon même pays, là, le Bénin, que la loi dit, n'est-ce pas, que si vous avez des problèmes avec votre employeur et que vous avez raison, on peut tout de même vous renvoyer, vous donner 3 mois ou 9 mois si l'employeur est généreux. Merci. De l'injustice qu'on a mise dans une loi. Virgile Avancé. Les mêmes lois ont mis au monde ce sujet. Vous n'allez pas vous entendre avec Agapit Napoléon Forican. Je crois que peut-être après l'émission, on va se retrouver hors du studio pour poursuivre le débat. Merci. Alors, je reste avec vous. Je reste avec vous, Virgile Avancé. La loi oblige aujourd'hui à tout candidat aux élections législatives de présenter son quitus fiscal, mais on constate que les candidats aux élections législatives au Bénin ont du mal à obtenir ce précieux sésame qui est quand même déterminant pour ce qui est de leur candidature pour le compte des élections législatives. Certains estiment que ce quitus fiscal-là serait instrumentalisé par le gouvernement à des fins politiques. Eh bien, on ne va pas se voiler la face. Vous êtes journaliste, vous êtes observateur.
vous-même, j'ai envie de vous demander, vous-même, vous dites, les gens estiment, quel est votre propre avis? Qu'est-ce que vous avez observé? Thomas, je prends cette position aujourd'hui ici. Bon, vous me releverez, hein? Moi, je donne quelques éléments. Oui. Il se trouve que, eh bien, il y a un camp politique qui est en souffrance de quitus fiscaux. Même si vous observez les choses, ces derniers temps, ils ont essayé de rattraper. Et je suis sûr que mon cher ami et doyen, vous me permettez, Agapite Napoléon, va revenir et va dire tout à l'heure, oui, mais il a tel aussi, il a tel aussi, il a tel aussi. N'est-ce pas? Il se trouve que c'est un camp politique, les démocrates, pour ne pas les nommer, qui sont dans cette souffrance-là aujourd'hui. Et moi, je dirais, on revient encore au principe. C'est la loi qui a dit, c'est la loi qui a parlé désormais de quitus. Ah non, c'est bon. Il ne faut pas interroger cette loi-là, pourquoi on en est arrivé là. Et pourtant, moi je pense que c'est déjà à la genèse de cette loi que l'intention de bloquer, de servir de ce à quoi cela sert aujourd'hui là. C'était là, je vous dirais. Moi je suis heureux d'être ici sur ce plateau avec Agapite Napoléon, qui a été membre de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Un grand poste également de la République, n'est-ce pas, Agapite Napoléon? Pourquoi vous n'aviez pas, pourquoi la loi aussi bonne des députés, aussi bien inspirée, on dit devoir d'exemplarité. Vous devez faire, le membre de la HAC n'a-t-il pas le devoir d'exemplarité? Membres de la Cour constitutionnelle, là, ils n'ont pas le devoir d'exemplarité. Pourquoi? C'est pour des postes électifs, n'est-ce pas, où on a la possibilité d'empêcher qui d'avoir le quitus de ne pas l'avoir. Pourquoi c'est là? Moi, je ne veux même pas encore répondre, mais il faut que chacun s'interroge. Pour vous, c'est un instrument politique, là. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Peut-être, vous me donnerez des exemples, mais prenons juste le cas de, comment il s'appelle, celui à qui on a dit de payer 800 millions d'impôts. 800 millions d'impôts. 800 millions d'impôts. Peut-être il fait des activités où il a aussi ce volume-là de flux. Peut-être. Mais je vous rappelle que le même Patrick Divor, pour ne pas le nommer, a obtenu son quitus pour l'élection présidentielle de 2021 avant que tout le monde connaît la suite, il n'a plus été candidat. Pour 2021. Qu'est-ce qu'il a pu faire au cours de cette année 2021? Parce que pour obtenir le quitus pour aller à l'élection présidentielle en 2023, l'année 2022, ça ne compte pas. Les impôts de 2022 ne comptent pas. Ça veut dire 2021, puisque c'était pour l'élection de 2021. Donc, les impôts, puisqu'il a obtenu son quitus en 2021, ça veut dire que le tableau était blanc jusqu'en 2020. Donc, c'est le quitus, c'est du moins les impôts de 2021 qu'on lui a calculé et qui s'élève à 800 millions de francs CFA. S'il vous plaît. Pour quelqu'un, j'ai enquêté, dont l'entreprise, pour la plupart du temps, n'avait que pour activité les marchés publics. Et vous savez bien qu'il est dans l'opposition, ne prend même plus de marchés publics. Alors, qu'est-ce qu'il a pu faire pour en avoir autant? Juste une interrogation. Juste une interrogation. Et on peut se poser la même question. Vous avez peut-être la réponse tout à l'heure lors des interventions. Léon, comme là à Rossi, qu'on a tourné en rond, il n'a pas eu son quitus jusqu'au dépôt du dossier de candidature. Finalement, il a 3 jours, on le lui a remis, mais alors que on ne lui a pas fait payer d'autres impôts après. Mais pourquoi on l'a fait tourner en rond? Il a fait conférence de presse, il a fait démonstration, et pourtant on a dit, monsieur, allez payer vos impôts. Les principes ont dit, allez payer les impôts. Pourquoi? J'en ai fini pour l'instant. Fréjus Atinogo, sur la même question. Je pense que si on doit rester attaché au principe, il est normal qu'un candidat ou une personne qui aspire diriger soit à jour vis-à-vis de ses impôts. Donc, demander à un candidat de fournir un document attestant qu'il est à jour au niveau du fisc, ce n'est pas encore quelque chose de grave, de criard. Je pense que c'est la normalité des choses. Et lorsqu'on reste encore attaché au principe, on va visiter le code électoral en son article 42,
qui dispose que la Direction générale des impôts a l'obligation de délivrer ce document-là 15 jours après la demande. C'est-à-dire, lorsque vous demandez, vous introduisez la demande, 15 jours après la demande, on doit vous délivrer ce document attestant que vous êtes à jour au niveau du fisc. Et après ces 15 jours-là, si on ne vous délivre pas, la direction a également l'obligation de motiver, c'est-à-dire, dans les deux cas, on doit vous informer de quelque chose. Soit on vous délivre le document, soit on vous informe, on vous notifie avec motivation pourquoi on ne vous a pas délivré le document, soit c'est parce que vous devez telle chose, telle chose, telle chose. Et lorsque vous payez, la loi dit également qu'après 72 heures, qu'on doit vous délivrer ce document-là. Donc, lorsqu'on revient sur l'actualité, et on voit qu'il y a une partie qui se plaint de ce qu'ils n'ont pas reçu ce document-là. Je pense qu'on doit se poser des questions. Le problème à quel niveau? Parce que la Direction générale des impôts est sous la tutelle du ministère des Finances. Le ministre des Finances qui est membre du gouvernement. Normalement, du moment où la lettre a commencé, où on a donné la lettre, qu'il y a des candidats qui n'ont pas reçu leurs documents attestant qu'ils sont à jour vis-à-vis du fisc, malgré qu'ils sont dans les délais prescrits par la loi. Normalement, le gouvernement devrait interpeller le directeur général des impôts pour savoir où est le problème en réalité. Parce que la loi était claire. Et M. Agapit l'a dit tout à l'heure, nul n'est au-dessus de la loi. Nous devons tous respecter la loi. Mais si la Direction générale des impôts ne respecte pas la loi, on doit pouvoir lui impliquer les sanctions qui siègent. Qui s'imposent. Et donc, je ne vois pas... Et qui implique les sanctions? Non, en la matière, il revient au candidat de saisir les juridictions compétentes. Merci. Ils l'ont fait. Il revient au candidat de saisir les juridictions compétentes sur cette question-là. Et il revient aux juridictions d'impliquer les sanctions qui siègent. Je ne sais pas si les candidats l'ont fait en son temps. Alors, Agapit Napema Forikan, j'ai vu que vous étiez pressé de réagir par rapport au sujet. Mais est-ce qu'il n'y a que dans le rang de l'opposition que nous avons des craintes et, j'allais dire, des plaintes, pour être plus précis, par rapport à l'obtention de quitus fiscal? Quand j'écoute Vigilance, j'ai l'impression, ouais, le citoyen est libre, on est 12 millions de Béninois, donne 12 millions d'avis, mais qui cesse de penser que son opinion est l'opinion. C'est-à-dire que, quand je l'écoute là, c'est comme s'il détient la vérité absolue. Non. Moi, je suis esclave du droit. Vous, peut-être non. Je dis, je suis juriste, je suis désolé. Donc, le principe de droit, et j'ai commencé, je le suis depuis ma première année d'université. Et donc, je suis encadré. Je peux me tromper. Le droit n'est pas non plus la réalité. Le droit peut se tromper également. Mais j'estime que le vivre ensemble, ce qui fait que nous sommes assis ici, c'est que nous dérogeons à une question posée par quelqu'un, qui tout à l'heure peut-être, il est peut-être le plus jeune parmi nous, ou peut-être pas vraiment lui, mais il a le droit de nous poser la question, nous avons le devoir de répondre. C'est ça notre entente de commun. Pour moi, je ne dis pas que la loi est au-dessus, la loi est... Non. Mais je fais que la loi est ce qui nous réunit. On peut se tromper. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a les voies de recours. Moi, ma question, ce n'est pas sur les réseaux sociaux et dans la presse qu'on fait les recours. Parmi eux, qui a fait des recours? Moi, je ne sais pas quel est le bien de quelqu'un pour dire que ça abuse, ça n'abuse pas. Mon rôle n'est pas ça. Moi, je suis citoyen. J'estime que depuis mars, on sait que les élections auront lieu le 8 avril. Tout le monde doit... Le principe, au moins, c'est de regarder cette loi, qui est une loi de 2019. La loi 1943 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Donc, on connaît déjà la loi. On connaît déjà les exigences. J'ai entendu quelqu'un même se plaindre de casier judiciaire. Mais même en ligne, vous demandez votre casier judiciaire. Il dit, il est allé, il a payé, on ne lui a pas donné. Tout le monde se plaint de tout. Mais lorsqu'une administration, elle a beau avoir les exigences du temps, est assaillie de demandes au dernier moment. Moi, je ne sais pas si le DG peut signer systématiquement en engageant sa signature. Et après, lorsqu'on va se rendre compte qu'il s'est trompé, je ne sais pas ce qui va lui advenir. Il a aussi sa carrière à gérer. C'est pour ça que, normalement, les voies de recours sont là pour que 15 jours après, lorsque vous avez demandé, vous n'avez pas reçu votre quitus, vous allez aux voies de recours et vous demandez qu'on vous donne. Donc, le DG aura à s'expliquer. Alors, pourquoi le ministre va le sanctionner s'il n'a pas commis une faute? Moi, je ne suis pas
là-bas pour savoir s'il a commis une faute. Mais je l'ai écouté à la télévision, qui a dit qu'il a reçu 4 200 demandes et qu'ils ont libéré plus de 3 700. Alors, c'est le temps, les agents, les enquêtes. On parle de l'incivisme fiscal qui est notre principe de départ. L'impôt est portable et non quérable. Mais combien vont systématiquement payer l'impôt? C'est là la... L'impôt est portable et non quérable. Mais combien de nous va systématiquement payer l'impôt? Normalement, tous les ans, vous devez régler votre impôt, normalement en décembre ou en janvier, attendant fin avril, pour compléter ou pour recevoir le gain. Alors, donc, combien le font? Les gens ont des biens qui cachent. C'est leur droit. Mais dès que vous voulez aller aux élections, vous devez vous prendre très tôt pour pouvoir... Lorsqu'on prend le cas de Patrick Djivo, qu'a évoqué tout à l'heure Vigile Avancé, colistier de Rikia Madougou, lorsqu'elle avait manifesté sa volonté d'être candidate à l'élection présidentielle, et que l'on a l'information selon laquelle il a obtenu ce quitus fiscal là en 2021 pour compétir à l'élection présidentielle, et qu'un an après, il se retrouve avec 800 millions de francs CFA comme dette fiscale. Est-ce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter lorsqu'on a connaissance de sa posture politique? J'ai vu que Lucien Ouimbo de CBE qui est passé à l'UP a plus de 600 millions cumulés. J'ai vu que le maire de Toribocito a des dettes cumulées. J'ai vu que Yves Monou, qui est passé à la présidence de la République, qui est au palais, et qui est l'UP, a des dettes cumulées qui les ont empêchés, qui ont empêché leur parti de les aligner. Moi, je ne rentre pas dans le dossier de quelqu'un. Tout ça a circulé sur les réseaux sociaux. J'ai lu. Même l'honorable Sado Nazer, questeur, sur une affaire de 1 million et quelques. J'ai appris que son parti ne l'aurait pas aligné. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais 1 milliard. C'est 1 milliard. D'accord. Donc, alors, s'il y a tant de sous, donc, si des gens peuvent accumuler de telles sommes, comment vous voulez que moi je m'occupe du cas de Patrick Djivo? Mais il est citoyen béninois il est citoyen béninois comme Sado Nazer, comme Sado Nazer était député. Il y avait le quitus fiscal. Sado Nazer était député en 2019. Alors, 20, 21. Voilà les 3 années, 19, 20 et 21. Donc, en 3 ans, il a accumulé 1 milliard et 4 de dettes. C'est cela. Donc, ça dépend de comment le travail avait été fait en 2019, de comment c'est fait aujourd'hui. Moi, c'est pas mon travail, moi. J'ai pas fait d'enquête. Mais j'estime que sur le principe, ce n'est pas sur les places publiques. Et ne pas faire confiance au service de l'État, c'est de les affaiblir. Pourquoi vous pensez que l'opposant est systématiquement raison? Pourquoi on doit affaiblir les services de l'État? Parce que c'est un opposant, 1 ou 2. Regardez pas combien de candidats il y a. C'est 218 candidats fois 8 listes. Et regardez le nombre de personnes dont on parle. Ça pose un problème quand même. On a l'impression que... On a l'impression que il faut trouver nécessairement un problème pour pouvoir s'accrocher à cela. Merci. En Europe, l'administration de l'État délivre tout. C'est eux qui doivent regarder les élections. Vous pensez qu'il n'y a pas de faille? Mais les voies de recours sont là. Et lorsque vous allez aux voies de recours, vous aurez gain de cause. Merci. Si vous ne croyez pas aux organes de votre pays, ça veut dire que vous n'avez pas vocation à les diriger. Parce que vous ne pouvez pas postuler un poste public quand vous ne croyez pas déjà aux organes publics. Et pour moi, je ne suis pas naïf. Je connais la faillibilité de tout. Mais j'estime que c'est un choix. Dès que vous rentrez dans un jeu, vous devez le jouer à fond. Merci Agapit. Oui, je voudrais revenir sur 2 choses. D'abord, je n'ai jamais dit que le ministre devait sanctionner le DG, mais j'ai dit en temps normal qu'il devait l'interpeller pour savoir où se situe le problème. Peut-être qu'il l'a fait, je ne sais pas. Mais l'autre chose, la loi a donné un délai. La loi a dit 15 jours. Et lorsque la personne paie, après 72 heures, il doit recevoir son attestation. Quel qu'en soit le nombre de demandes que la direction reçoit, ça peut être 12 millions de demandes, la direction doit se donner les moyens de satisfaire les citoyens. La direction ne peut pas arguer du fait qu'il a reçu beaucoup de demandes et empêcher les citoyens de jouir de leur droit de participer aux affaires publiques de leur pays. Parce que si moi, citoyen, je veux être candidat et je demande une attestation fiscale, et que la direction me dit que parce qu'elle a reçu 12 millions de demandes, qu'elle n'était pas en mesure de me donner mon attestation, et que par ce fait-là, je n'ai pas pu participer aux élections, alors là, c'est l'État indirectement qui est en train de violer mon droit de participer aux affaires publiques de mon État. Et donc, j'ai la possibilité, même au-delà même de faire des recours internes. Moi-même, j'ai emmagasiné beaucoup de biens
Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que la direction doit me notifier 15 jours après. 15 jours après. Nos hommes politiques, on les connaît un peu aussi. Hein? Non, écoutez, j'ai dit. Écoutez-moi. J'ai l'impression que... Le délai d'accumulation, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. J'ai dit que la loi dit que 15 jours après, soit on me délivre l'attestation, soit on me notifie ce que je dois payer. Et je paie. Après le paiement, soit 12 heures après, je dois recevoir mon attestation. Donc, je pense que normalement, le problème ne devait pas se poser. Si la personne reçoit la notification de combien il doit à l'impôt qu'il ne paie pas, alors ce n'est plus de la responsabilité de la direction générale des impôts qui ne participe pas aux élections ou pas. Mais du moment où les gens disent sur les réseaux sociaux que j'ai demandé l'attestation fiscale, le quitus fiscal, mais depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, depuis 1 mois, je ne l'ai pas reçu. Là, il se pose un problème. Et si des personnes n'arrivent pas à participer aux élections parce qu'ils n'ont pas reçu ni le quitus, ni une notification, je pense qu'ils sont en droit soit même de faire un recours interne contre la direction, soit même d'attaquer directement l'État pour violation de leur droit de participer aux affaires publiques de leur pays. Et je les soutenu. Et on les avancé, vous voulez réagir? C'est le principe. Mais s'ils laissent les principes, ils vont sur la place publique, il me semble que même des choses à se reprocher. Alors, Agapé Napoléon, il fait d'ignorer que le recours qu'il encourage, il fait d'ignorer que ce recours ne stoppe pas l'agenda de la Sénat. Mais la juridiction de recours est enfermée aussi dans des délais. Donc, même si ça ne stoppe pas l'agenda, c'est la même loi qu'on évoque qui a encore enfermé la juridiction de recours. De quelle juridiction de recours parlez-vous? On a parlé de justice. Les impôts, je me plains, je n'ai pas... Cette querelle-là, ce contentieux, ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Ça dépend de comment c'est argumenté. Le principe de légalité. Moi, je ne suis pas juriste, mais je vous dis que ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Les impôts... Le principe de légalité et de la légalité des élections. Bon, on laisse la légalité, mais le principe de légalité est un principe constitutionnel qu'ils peuvent évoquer en matière de droit électoral. Donc, en la matière, le traitement légal et le traitement équitable des acteurs, si certains ont reçu alors qu'ils ont déposé dans quel jour et d'autres n'ont pas reçu. Il faut qu'on éclaire l'opinion parce qu'il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais il n'y a pas que vous qui avez la lumière. Non, vous donnez la parole de le temps, mais il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le principe de légalité veut qu'on peut aller devant la Cour constitutionnelle en disant j'ai déposé, 2 semaines après je n'ai pas été saisi, je n'ai pas reçu mon truc et donc je n'ai pas eu le même traitement que les autres, donc mon droit et ça aurait arrêté absolument la Cour. En tout cas, la Cour est enfermée dans les délais pour donner. Allez-y. Donc, je dis, cela n'arrête pas l'agenda, le calendrier de la Sénat. Et Agapé Napoléon le sait mieux que quiconque ici. J'ai posé la question tantôt de savoir si, en tant que membre de la HAC, lui, il n'avait pas le devoir, l'exemplarité, n'est-ce pas, vis-à-vis du fisc. Je n'ai pas eu de réponse. Peut-être vous avez oublié ça. C'est une mauvaise question, puisqu'on ne parle pas de moi, on parle de l'élection. Non, je parle de... On parle de l'élection. Je ne parle pas de vous en tant qu'entité personnelle. Je parle de moi. Je parle du président de la Cour constitutionnelle, des membres de la Cour constitutionnelle, les autres institutions, même le ministre. La loi ne l'a pas encore dit. Merci. Mais je dis, c'est ça, Virgile. même l'expression de l'exclusion, c'est l'époux exclu. La loi est parfois exclusion, oui. Napoléon Mafoy. Mais voilà, il en arrive maintenant. Moi, vous savez ce que j'adore chez vous. Vous mettez du temps, mais vous ne finissez pas. La loi limite toujours les droits. La loi limite toujours les droits. Il faut juste... Ancré à la limite. Avant que je l'oublie, vous avez donné des noms tout à l'heure. J'ai parlé de manipulation. Excusez-moi, je vais encore utiliser le mot. Manipulation. Ces gens-là, vous avez dit Nazer Sado, vous avez dit Huimbo, vous avez dit qui encore? C'est pas moi, attendez, Edgar Monou, vous les avez vus sur quelle liste? UP ou bien? Avec eux, ils ont été avisés peut-être de ne pas les allier. Ah ben voilà. Et pourquoi vous mélangez, vous dites, voilà, on a aussi des cas chez nous, dans les autres partis. Non, moi je n'ai pas dit chez nous, je dis que c'est vous qui abusez de la manipulation. Vigile, une petite question très particulière à vous. Une question particulièrement à vous, très rapidement qu'on boucle, on a déjà préparé le temps. On a constaté qu'au niveau des partis de la mouvance présidentielle, notamment Union progressiste renouveau et le Bloc républicain, ils ont fait le choix de positionner que ceux qui avaient leur quitus fiscal à jour ou presque en voie d'être à jour. Pourquoi au niveau de l'opposition,
décision n'a pas été prise? Eh bien, vous avez à poser Parce la question qu'au niveau de à la Sénat, l'opposition. lorsque Oui. un dossier manque, ça veut dire que la liste là est valide. Alors, Absolument. est-ce que les démocrates là, avec ce jeu-là, ne se retrouvent pas dans une position un peu hémiplégique? On peut dire qu'ils ont osé et que cela va leur coûter cher. Et que cela pourrait leur coûter cher. Mais ne dites pas que Par exemple, ceux qui ne le sont BR pas... aussi pourrait oser pour forcer avec Je ne dis pas, je ne dis pas que les démocrates ont bien fait de faire ce qu'ils ont fait. Mais ils ont osé. Moi, à leur place, j'aurais évité ça. Moi, à leur place, personnellement, puisque vous demandez mon avis, j'aurais évité ça. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est eux qui ont des problèmes. C'est eux qui risquent d'être exclus. Ceux dont on cite les noms là ne sont pas sur les listes, donc on ne peut pas comparer. Mais ils ont le même problème. Merci, Non. Virgile Avancet, d'avoir répondu à la question. Ils n'ont pas les question mêmes qui tue, problèmes. c'est Je vais- la question je vais évoluer. Personnellement, ils ne Fais sont juste, pas sur la liste. la On va pas question rejeter. Attila Glo, On va pas rejeter nous allons leur progresser, liste. nous sommes On va pris pas un peu rejeter par les le listes temps. UP, Alors, les listes BR, à cause de j'avais ça. beaucoup de Parce sujets que aussi à aborder tout à l'heure, mais L'UP, nous sommes un le peu par le BR temps. ont Nous allons pris parler, leur nous allons responsabilité parler, en ne mettant nous pas allons sur la parler. liste des gens qui n'ont pas. Nous allons parler des C'est positionnements. un choix. Tout à l'heure, Mais ne Agapit, dans ce n'opposez plus les propos, deux vous a- situations. C'est C'est des tout ce qu'on Béninois fait. aussi qui C'est sont de dans l'oppo- cette c'est de vous la avez manipulation. comme être le plus jeune. N'opposez plus Ils les ont deux. le droit de Lorsqu'on candidat regarde ou un peu pas, les positionnements qui ont été effectués sur les listes de candidatures pour les élections législatives, est-ce que l'expression de cette volonté de renouvellement de la classe politique transparaît dans les différents positionnements qui ont été effectués, notamment par les partis Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain, les partis qui sont censés promouvoir la vision du chef de l'État? Je vais donner mon avis. Je pense que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et pour ceux que je connais sur ces listes-là, parce que je ne connais pas tout le monde sur les listes, je pense qu'il y a moins de jeunes. Je pense qu'il y a moins de jeunes et je vois beaucoup de jeunes sur la scène politique qui sont membres des partis politiques que je voyais, je ne les connais pas personnellement, mais je les voyais actifs sur le plan politique et je me disais, mais ces jeunes-là seront forcément positionnés. Malheureusement, je n'ai vu aucun de ces jeunes-là positionnés. Je ne sais pas, je ne suis pas membre d'un parti politique, je ne sais pas comment on positionne les gens sur les listes politiques. Mais sur la question de savoir si, est-ce que les listes qui ont été publiées là font la promotion des jeunes, je pense que ma réponse est non. Et également, on ne va pas parler seulement des jeunes, des femmes également, parce qu'aujourd'hui, on sait que forcément, il doit y avoir fait 4 femmes à l'Assemblée nationale. Et quand j'analyse un peu les listes, je me pose la question, mais si le législateur n'avait pas imposé les 24 femmes qui doivent être forcément à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on ne devrait pas avoir des femmes sur les listes? Parce que quand on voit les listes, on voit que parce que peut-être les partis politiques se sont dit, on a des femmes bonus, ils ont refusé de positionner des femmes et vous allez voir sur les listes, il y a la majorité, ce n'est que des hommes et 2 femmes bonus, femmes suppléantes. Mais Qu'est-ce que vous appelez femme bonus? non, mais c'est ce que la loi a dit, que voilà, on a l'obligation d'avoir 24 femmes à l'Assemblée nationale aujourd'hui, que les partis politiques ont l'obligation également de positionner ces femmes-là. Donc, quand j'analyse un peu les femmes listes, positionnées en position bonus, ce sont, oui, bon, moi, sont en joie. je pense que c'est les femmes bonus sur les listes, parce que normalement, ça ne devrait pas être ainsi, mais le législateur a accordé cela. Mais quand j'analyse, je me dis, est-ce que sans le législateur, il ne devrait pas avoir des femmes sur les listes? Parce que quand on regarde les listes, on voit qu'il y a pratiquement pas de femmes. Si ce n'est pas les femmes bonus que nous avons sur les listes là. Donc si ces femmes-là n'existent, si cette disposition-là n'existait pas, donc on n'aura pratiquement pas de femmes à l'Assemblée nationale. Et c'est malheureux parce que le gouvernement actuel fait beaucoup sur la promotion des femmes. Et quand on voit que des partis qui sont également des partis qui soutiennent les actions du gouvernement font ce genre de choses, ça... Mais vous êtes en contradiction. Alors, Virgile Avancet, ma question est de savoir, est-ce que les femmes et les jeunes sont positionnés à des postes éligibles sur la liste? Parce que, comme le disait quelqu'un hier sur les réseaux sociaux, il dit il y a des positionnements où, même quand vous êtes positionné, vous savez que vous êtes juste là pour remplir la liste parce que votre parti ne peut pas avoir tous les sièges dans cette circonscription électorale. Est-ce que les jeunes et les femmes sont positionnés à des postes éligibles? Et est-ce qu'on a senti cette volonté affichée en temps du chef de l'État
de vouloir quand même renouveler un tant soit peu la classe politique. Lorsque l'on avait appris à quelques mois du scrutin que des ténors comme Bruno Amoussou, comme Antoine Dikolaolé et bien d'autres allaient se reposer, lorsqu'on a vu Maître Adeline Mbouyo aussi prendre un peu de retrait par rapport au Parti démocratique PRD, on aurait espéré qu'on aurait quand même une autre émergence de la classe politique. Ben, écoutez, vous avez répondu vous-même à votre question. Il n'a rien. Moi, je peux vous donner des noms, des députés qui viennent 7 fois, 8 fois, déjà, dans le même Parlement. Vous avez votre réponse. Mais moi, je n'ai pas un attachement particulier au renouvellement de la classe politique. Si c'est la classe politique telle qu'on a là, il faut laisser les vieux là, ils n'ont qu'à rester là même jusqu'à mourir. Moi, je m'en fous. Si c'est ça là, ce n'est pas la peine. Si les jeunes, si c'est pour être à leur image, qu'est-ce que vous voulez? Des jeunes pour jeunes? Des femmes pour femmes? Des femmes bonus, c'est ça? Non, ce que vous appelez femmes bonus, c'est la loi. C'est juste un peu taquet, vous reprenez l'expression de Frédus. C'est la loi qui a... Oui, je suis d'accord avec lui. Moi-même, j'ai fait la même observation et j'ai souri, j'ai dit, mais les hommes là, ils sont décidément uniques, quoi, les Béninois. Il n'y a plus de femmes pratiquement sur les listes, là, sur ces listes-là, pour les partis qui ont rendu public, en tout cas, leur liste. Femmes. Va à ta place, alors il a dit, tu es bonus. C'est ce que tous les partis ont fait. Tous les partis, UP comme BN, quand on me dit que le chef de l'État a la volonté de faire la promotion des femmes, peut-être qu'il a fini sa volonté là. Il l'a exprimé déjà à travers la loi. On a dit 23 députés plus 24 femmes. Ça s'est arrêté là. N'est-ce pas? Donc, je n'ai pas d'attachement particulier au renouvellement de la classe politique. Si on peut modifier un peu les codes, n'est-ce pas, dans le système politique béninois, n'est-ce pas? Je crois que ce serait meilleur déjà que le principe de renouvellement, les femmes à l'Assemblée et tout le reste. Si c'est les mêmes poètes, les mêmes choses, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Agapit, Napoléon Forican. Je ne sais pas si le renouvellement de la classe politique veut dire virer tous les 5 ans une certaine... Mais on a comme l'impression que la plupart de ceux de la 8e législature reviennent encore. Et que ça gêne qui? Ça, c'est les Béninois. À un moment donné où on a estimé que les partis politiques étaient nationaux et donc il y avait beaucoup plus de militants et donc beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de personnes qui manifestaient le désir de pouvoir compétir. Lorsque nous prenons le cas de l'Union progressiste, on a vu comment beaucoup de personnes se sont manifestées pour être candidats à la candidature et qu'au finish, on constate que les anciens, comme l'a souligné toi, Virginie Avancet, les gens qui sont déjà venus 5 fois, 4 fois, sont revenus encore, malgré le fait que le chef de l'État... Ça, c'est le parti et le militant. Ils sont militants. Je ne vois pas où est le problème. Pour moi, le débat n'est pas à ce niveau-là. Quand on parle de rajeunissement, renouvellement, ouais, à un moment donné, on parle il faut rajeunir, il faut renouveler. Ouais, on ne décrète pas un renouvellement d'une classe politique. Regardez dans notre gouvernement. Regardez ceux qui sont là, c'est des vieux. Même les députés dont vous parlez de la 8e législature, combien? Moi, j'étais chroniqueur de la première législature, de la deuxième législature, un peu de la troisième législature de l'Assemblée. Et j'estime que quand même il y a eu beaucoup de renouvellement, mais c'est on range tout le monde. Moi, je regarde aujourd'hui Joe Biden, qui a plus de 80 ans, qui est président des États-Unis. Après, chez nous, après, ils ont dit, vous ne pouvez pas être candidat. Alors, ils ne sont pas plus grands que le roi. Il va être candidat encore à sa situation, peut-être. Et il a 82 ans bientôt, à la fin de son mandat. Alors, donc, est-ce qu'il est sénile? Il dirige quand même les États-Unis. On le fait quand même ce procès-là, là-bas. Oui, et pourtant, ils l'ont élu. Et pourtant, ils l'ont élu. Donc, pour moi, tant que le parti vous fait, nous aussi. Les gens, le cadre militant. J'ai une petite observation sur les femmes. Vous savez, le point des femmes est plus profond que ce qu'on nous disons là. Et la loi a prévu. C'est-à-dire bien, c'est une discrimination. Moi, je ne suis pas adepte de ça. Moi, je n'aime pas ce type de discrimination. La loi l'a fait. C'est la loi, et puis bon, ils ont les programmes. Moi, j'estime qu'il y a de braves femmes qui ont pu se hisser au sommet de leur art sans avoir droit aux discriminations positives. Donc, j'estime qu'il faut créer les conditions plutôt normales pour que, de manière normale, les femmes aillent au postulat, enfin, au Graal. Dans le cas d'espèce, en créant des situations de discrimination, on a l'impression qu'on le fait bonus. Et je ne pense pas que ça les arrange. Elles occupent la dernière place. Le seul problème que je pose, c'est quoi? Combien de femmes réellement en mesure? On va me dire que c'est une injure. Non, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Il y a beaucoup à la base, à un niveau
très bas. Il y a très peu en termes d'élite qui milite. C'est peut-être ça qu'il faut travailler. Le projet Suite, qui par ailleurs, je parle pas de cette publicité, essaye de travailler sur ça. Mais je pense qu'il faut travailler sur l'instruction des jeunes filles, travailler sur l'instruction des jeunes femmes, éviter les grossesses en milieu scolaire, les grossesses précoces, faciliter aux femmes un certain nombre leur accession progressive pour qu'on aille peut-être dans les 10, 15, 20 ans à une évolution normale et naturelle des femmes au poste politique. Moi, c'est ce que je pense. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. C'est sur ce commentaire que prend un terme Info Hebdo de ce samedi. Agapit Napoléon Maforican, dont je rappelle qu'il est consultant média communication, chroniqueur politique. Il était face à Virgile Avancet, qui est journaliste, analyste politique, et Fréjus Atindoglo, qui est juriste, militant des droits humains. Merci à vous d'être passé sur Info Hebdo. Merci à tout un chacun pour l'attention. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.